Hola a todos y bienvenidos a Un Don de las Estrellas con Elena Danan. Y bueno, tenemos por aquí la pequeña también que os saluda. Hola. Elena, ¿cómo tu vas? ¿Cómo estás, Elena? ¿Qué tal? Je vais très très bien, Eva. Merci, merci de m'inviter encore. Super. Está dándonos las gracias por invitarla de nuevo y que está muy bien. Bueno, ya la vemos, solo tenemos que verla. On a qu'à te voir que tu es bien. Elena, on a plein de questions qu'on m'a posées par rapport au programme qu'on a fait avant. Et j'ai quelques questions ici. Par exemple, les Télosiens. Je vais parler en espagnol et après tu peux commencer à parler. Ils me demandent, c'est des extraterrestres qui sont bons, ils sont mauvais, ils sont rentrés dans la Terre, ils étaient déjà, ça se passe comment? Le estoy preguntando a Elena sobre las preguntas que me habéis hecho. Una sobre los telosianos o de Telos, que sabéis que están en el monte Shasta, supuestamente. La pregunta es, ¿son buenos? ¿Son benéficos? ¿Son maléficos? ¿Hace mucho que están aquí? ¿Qué puedes hablarnos de ellos? Qu'est-ce que tu peux nous raconter sur eux? Oui, alors les Télosiens sont des extraterrestres qui sont arrivés sur Terre peut-être autour de moins 20 000 années. Ils venaient de Alpha Centauri, de la planète Celos. Okay. Me dice que llevan aquí por lo menos 20.000 años y que vienen del planeta Alpha Centauri, no, de la estrella Alpha Centauri del planeta, la planeta Celos. 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 Avec C ou T? S. S. Del planeta Celos. Et ils ont colonisé la Terre. Ils étaient impliqués avec Atlantis. Et quand il y a eu une grande guerre avec d'autres extraterrestres, une partie d'eux s'est réfugiée sous terre. Dice que estuvieron en el momento de la Atlántida y intervinieron con ellos, pero hubo un momento que hubo una guerra con otros extraterrestres, entonces parte de ellos se fueron intraterrenamente, dentro de la Tierra. Ils ont utilisé un réseau souterrain habitable qui était beaucoup plus ancien et creusé par des populations locales de la Terre. Dice que se fueron a túneles que había ya anteriormente locales y se metieron en ellos. Ils ont été toujours bénéfiques et discrets jusqu'au jour où les reptiliens sont arrivés dans les années 40 et ont voulu prendre possession de tous les souterrains. Fueron siempre benéficos y muy tranquilos, pero en los años 40 los reptiles también quisieron utilizar esos túneles y a partir de ahí cambia la historia. Cela date des contrats, agréments avec MG12, MG12, le Majestic 12. Ah, Majestic 12. 12, sí. Majestic 12, c'est qui exactement, pour ceux qui ne connaissent pas? C'était une organisation militaire ultra secrète dans le gouvernement du président Eisenhower. Está hablando que hicieron un contrato con el Majestic 12, que no sabía, digo, para los que no saben, incluida yo, qué significa, y dijo que era en el momento que estaba el presidente Eisenhower y era militar. Cette organisation a conclu des accords avec le groupe d'Orion, qui sont des extraterrestres gris, et alliés aussi avec des reptiliens, pour habiter dans les souterrains, dans les réseaux souterrains, où il y avait déjà les Télosiens. Donc, il y a eu un problème. Et cet accord, c'est qui l'a fait exactement? C'est Eisenhower ou c'est dans l'entourage? C'est son gouvernement, derrière son dos. Eisenhower n'a jamais voulu faire ça.
Me está explicando que aquí los grises se metieron también debajo en los túneles junto a los reptiles en ese acuerdo, y lo que había sido de los telosianos anteriormente, pues bueno, empezaron a ellos a interactuar ahí. Le pregunté que si Eisenhower estaba implicado en ello y me dice que no, que para nada, que lo hicieron a espaldas de él el gobierno. Alors, il y a eu un conflit avec les Télosiens, mais les Télosiens ne sont pas une grande force armée. Donc, la plupart d'entre eux ont été vaincus et ont tourné pour les reptiliens et se sont associés avec eux. Mais il y a eu une partie rebelle qui existe toujours et qui, en ce moment, combat. Ok. Dice que no estaban armados como los reptiles, entonces evidentemente como eran mucho más fuertes los otros, aunque lucharon con ellos, pues hubo muchas bajas y al final tuvieron que ceder y unirse a ellos para sobrevivir. Aunque dice que también hay una parte rebelde que también está luchando en este momento en contra de ellos. Y lutte associé au gouvernement des États-Unis ou avec qui ceux qui ont pu comment dire, réussir à pas tomber avec les reptiliens. Oui, ils se battent aux côtés de l'Alliance et de la Fédération Galactique contre les reptiliens et la Cabale. Mais ils sont toujours à l'intérieur aussi. Oui. Ils sont à l'intérieur. Le estoy preguntando cómo hicieron entonces estos telosianos rebeldes para combatir. ¿Se tuvieron que aliar a alguien en la Tierra? Y dijo que sí, que están aliados con la Alianza Terrestre, que hablamos en el anterior programa, y están aliados también con la Federación Galáctica y están apoyándolos en este momento. Donc, ils les ont donné des armes, ils sont en train de les aider. Oui. Les están dando armas. La Fédération Galactique fait cela sur tous les mondes qu'ils essayent de libérer. Ils vont rendre, je ne sais plus en français, empower, empoderar. Oui, voilà. Les populations locales en les entraînant, en leur donnant des armes et en combattant avec eux. Como ya hablamos en otros programas, lo que hace la Federación quiere que los que están en el sitio, en este caso los telosianos, pero también para nosotros, que la gente se empodere. Entonces le da armas, pero quieren que ellos se empoderen. En este momento están colaborando juntos. C'est un tout petit groupe. Alors, il y en avait beaucoup de Télosiens. C'est juste dans le monde Shasta où il y en avait des Télosiens dans toute la Terre. Estoy preguntándole si era un pequeño grupo, ¿cuántos eran? Y si estaban solo en el Monte Shasta o en toda la Tierra. C'était surtout sous l'Amérique du Nord. Mont Shasta, c'était leur capitale qui a été pris par les reptiliens. Telos. C'est pas vrai ça. Oui, oui. Et c'est en train d'être libéré en ce moment. Il y a beaucoup de combats de l'Alliance pour libérer Telos. Donc, c'est en bonne voie. C'est bientôt libre. Me queda un poco fría porque le estoy preguntando si era en Telos, en el Monte Shasta, y me dice que sobre todo en América del Norte, pero la capital estaba en Telos, en el Monte Shasta. Lo que pasa que esa ya estaba apoderada de los reptiles. Me quedó un poco fría porque luego se lo voy a explicar a Elena. Sabéis que la mayor parte de la gente se va al Monte Shasta a meditar y a conectar allí con los extraterrestres y todo, y ahora me acaba de decir que estaba cogida por los reptiles, pero que ya estaban reculando en este momento. J'expliquais, Elena, j'ajoutais que ça m'a surpris parce que énormément de gens, moi que j'ai voyagé aux États-Unis et le nord de Mexique, tout le monde va faire des méditations connectées avec eux là-bas. Au Mont Shasta, tout le monde va. D'ailleurs, il y a souvent des nuages qui font comme si c'était une grande navette et des nuages qui sont tout le temps, il y a des photos de ça et tout le monde va au Mont Shasta en croyant qu'il y a une très très bonne énergie là-bas. Le estoy diciendo, me dejaste fría porque yo que he viajado mucho a los Estados Unidos, a California y al norte de México, todo el mundo va al Monte Shasta a meditar, a conectar con los extraterrestres, supuestamente que hay una frecuencia muy alta, y veis que me está haciendo un gesto con la cabeza que no.
Non. Ah oui, oui, non. Non, non, ça a été très longtemps un réseau de bases souterraines tenu par les sicars reptiliens. C'était une plaque tournante, en fait, où il y avait des trains à haute vitesse qui partaient de Telos pour le Nouveau-Mexique, Arizona, plein d'endroits où il y avait Dulce, la base Dulce, Area 51, Los Alamos. Oh my God, yeah. Está diciéndome que además, que buena energía nada, porque además de ser la base de ellos, dice que es una base de la que salen como si fuera un aeropuerto, salen a Los Álamos, tienen una red subterránea increíble y toda parte de ahí, del monte Shasta, dijo varias ciudades que luego ya, si no, pondré el nombre en la grabación. C'est marrant parce que tout le monde allait au Mont Shasta faire des méditations et moi, je ne sais pas pourquoi, je n'ai jamais voulu y aller. Je n'ai jamais su pourquoi. J'ai jamais su pourquoi. Mais tout le monde allait au Mont Shasta faire des méditations et aller faire connexion avec eux. Donc, je suis un peu surprise là. Hein. Digo que me ha sorprendido mucho que yo, la verdad, nunca me llamó el Monte Shasta, nunca. Moi, c'est plus Égypte. Siempre me llamó más Egipto y nunca quise ir a meditar al Monte Shasta, pero no sabía por qué. Pero sé que hay muchas personas que les va a sorprender esta información. Menos mal que Elena está diciendo que ya se está liberando. Heureusement que tu as dit que c'est en train de se libérer en ce moment. Oui, mais oui, pas complètement encore. Non, pas encore, mais c'est pratiquement fini. Fini. Mais c'est une zone de guerre, hein. C'est assez dangereux là en ce moment. Dice que está en vía de liberación, gracias a Dios, pero que no completamente todavía. Y es una zona muy caliente donde hay un montón de cosas que están pasando en este momento. Así que es una zona bastante peligrosa. Je pense pas qu'il... tu crois qu'ils peuvent sortir pour enlever des gens dans ce côté-là? Ah oui? Ah oui. Moi, j'ai des amis qui ont vu des reptiliens des nagas dans le désert là-bas, enfin dans les environs. Hein. Ah oui? Oui. C'est dangereux. C'est dangereux. Dice que es peligroso esa zona, que ella tiene amigos que han visto los nagas, que vamos a enseñárselo. On va voir si on les trouve les nagas, parce qu'ils font peur déjà. Hein. Moi, ça me fait... Voy a enseñaros los nagas. Y me dice, digo yo, ¿tú crees que son susceptibles de que los abduzcan o algo? Y dice, sí, es una zona peligrosa y tengo amigos que han visto a los naga. Os voy a enseñar que son muy impresionantes. Peut-être tu te souviens, toi, Elena, el libro de Elena, pero voy a buscar los naga que son muy, muy impresionantes. Y dice que están ahí los Siakar también. Peut-être tu pourrais nous parler aussi des nagas comme ça. Voilà, ça c'est un naga. Ah, ese es un naga. Combien il mesure, Elena, pour qu'on s'en rende compte? Peut-être 2 mètres de haut, entre 2 mètres, 2 mètres 20 peut-être de haut. Estoy preguntándole cuánto miden y dice que entre 2 metros y 2 metros 20, pero visteis qué pedazo c'est quoi, des reptiliens exactement? Ce sont des reptiliens. C'est la classe guerrière des reptiliens, sicars. Ce sont leurs soldats. Dice que es la clase guerrera de los sicar, que ya dijimos que eran reptilianos, y esa es su clase guerrera. Les sicars, en fait, ils ont plus d'autres races qui interviennent, qui rentreraient dans les sicars. Donc, les nagas qu'on vient de voir. Les sicars, les officiers ou les supérieurs qui ont, eux, ils ont des petites cornes recourbées, des ailes. On va les montrer aussi. Hein. On va les montrer. Oui. On va les montrer parce que ça me souvient... Alors, ils ressemblent au diable. Ben oui, parce que ça a beaucoup à voir avec tout ce mouvement qu'il y a dans la Terre. Je les ai là, c'est bon de chercher. Me va a enseñar ahora el general de los Siakar, que cuando los veis son como diablos, porque tienen cola, tienen alas, y estos son los altos mandos de los Siakar. Combien mesure
Elena, ceux-là? Ils sont un peu plus grands, on va dire entre 2,20 m, 2,50 m. Son un poco más grandes, 2,50 m aproximadamente, 2,20 2,50. Ils volent ou pourquoi ils ont des ailes? Oui, ils volent. Ils volent. Oh là là, mais... Et leurs ailes sont en cuir et elles sont rétractables. Vraiment, elles sont plaquées dans leur dos. Dice que si, le pregunté que si vuelan y me dice que sí, que vuelan y que las alas son retráctiles y como en cuero. Eux, ce serait le plus haut degré entre eux, ça serait comme les chefs? Il y a un plus haut degré, c'est la caste royale. Ils sont encore plus grands, ils font 3 mètres de haut et ils sont blancs. Ça, on l'a pas hein, dans le livre, je crois. Non, je l'ai pas. Parce qu'ils ne viennent jamais sur Terre. Ah, ils viennent jamais sur Terre? Non, ils restent dans leur monde. Él dice que hay todavía otros que son superiores, que son la casta real, que son blancos, mais qui ressemblent aquí a ceux-là. Au sicard avec les ailes. Se parecen a los que acabamos de ver con las alas. Estos son de casta real, mucho más grandes, miden 3 metros, pero estos no vienen a nuestro planeta. Ils seraient où? Ils sont où? Alors, ils sont dans le système Alpha Draconis, Tuban. Están en el sistema Alpha Draconis. Le pregunté dónde estaban y dice Tuban. Tuban, c'est le planète? Oui. Et ils reçoivent des ordres d'eux ici. Oui. Ils donnent des ordres a la Terre, a ceux qui sont dans la Terre. Oui. Oui. Dice que estos que acabamos de ver reciben órdenes de ellos, de los que son la realeza. Donc, pourquoi ils voudraient... ça signifie quoi pour eux la Terre, en fait? ¿Qué significa para ellos la Tierra? Un réservoir de ressources, esclaves, humains, ressources humaines, esclaves et nourriture. Esclaves pour le trafic humain. Trafic humain pour faire du business et aussi nourriture. Là, je comprends pas, tu parles... Nourriture. Ok, sí, c'est bon. C'est bon. Estoy preguntándole qué es lo que buscan en la Tierra, qué es lo que, por qué tan interés por la Tierra, y dice los recursos humanos, que no podemos dar más especificaciones, ya sabéis lo que significa, comida, que también sabéis lo que significa, y entonces, bueno, explotación de nuestra, en realidad, ¿no? On est comme on dit, grange humaine, ¿no? Oui, oui. Somos pues una granja humana para ellos. Ils enlèvent aussi, ils enlèvent les gens, ils les amènent chez eux ou pas? Oui, bien sûr. Oh, ils les enlèvent beaucoup. Hein. Enfin, ils ont les petits gris et les petits gris pour travailler pour eux. Donc, ils les enlèvent. Voilà. Comme toi, en fait, ¿no? Voilà. Oui, oui. Okay. Oui. Dice que tienen los pequeños grises, que son los que los ayudan a hacer las abducciones, bueno, como le pasó a ella. Bon, je crois qu'on va changer de... on va changer un peu. Digo que vamos a cambiar un poco de energía. On m'a demandé aussi, Elena, le commande galactique Ashtar, quelle race interviennent dans ce commande galáctico. Estoy preguntando en el comando galáctico Ashtar que vimos en el anterior programa, ¿qué razas son las que intervienen? Alors, Ashtar, c'est la race qui intervient. Ils sont de Sirius B et c'est des gens qui sont assez petits avec un visage triangulaire. Dans le commande galactique Ashtar? Ah oui. Ah, dice que son de Sirio B, que son los que son pequeños, que ya hablamos de ellos en otro programa, con la cara triangular. Voilà, et donc c'est une faction, je crois que j'avais expliqué, c'est une faction, il y a deux Ashtar, deux groupes Ashtar. Ashtar est un titre, hein, ce n'est pas une personne. Il y a l'Alliance Ashtar. Alliance négatif. Voilà, et Ashtar, la galactique commande, la commande galactique, commandement galactique Ashtar, qui est bénéfique. Eux, ils sont mercenaires, ils travaillent pour
qui que ce soit qui veulent une protection contre le groupe d'Orion. Okay. Dice que lo habíamos hablado en otro programa, pero ahora estamos especificando la diferencia entre la Alianza Ashtar y el Comando Galáctico Ashtar, que son benéficos de Sirio B, que lo acaba de decir, y son un poco como mercenarios, en realidad trabajan para cualquier planeta o extraterrestre que le pida hacer una limpieza contra los de Orión. Donc, juste cette race pour le commande galactique Ashtar, Sirius B. Ce sont les officiers, ce sont eux qui sont en charge, mais il y a beaucoup de races différentes qui joignent. Et moi, je suis allée sur un des outposts, je ne sais pas comment on va dire. Ils ont un poste sur Jupiter et je suis allée là et j'ai vu toutes les différentes races. Hein, c'est très cosmopolite. Donc, il y en a aussi des Agiles? Oui, il y en a aussi, oui. Okay. Tout le monde, beaucoup de gens. Peu de gens. Beaucoup de gens différents, de différentes Dice races. que, le digo, bueno, entonces solo hay de Sirio B o hay más razas. Dice, no, hay muchas más razas. De hecho, yo he estado en un sitio, no me supo decir el nombre en francés, en Júpiter, y he estado allí y he visto un montón de razas. Le pregunté si estaban ahí los Agil y dijo que sí, que estaban los Agil y muchas más razas. Justement, ça c'était une question que j'allais te poser dans un autre programme et après j'ai oublié. Tu étais dans ta planète, tu as pu aller dans ta planète ou juste ils t'ont emmené à Jupiter ou quelle planète ou ils t'ont emmené où exactement? Le estoy preguntando. El último programa quería preguntártelo y luego se me olvidó. Ahora estás hablando que te llevaron a Júpiter, pero ¿estuviste en tu planeta? ¿Tuviste la oportunidad de estar en tu planeta o te enseñaron otros planetas? ¿Dónde estuviste exactamente? Je ne suis pas allée sur sur Hera dans les Pléiades, mais ils m'ont menée dans plusieurs planètes du système solaire. Donc Vénus, je suis allée 2 fois. Jupiter, je suis allée 1 fois. Et après, c'était des voyages dans un vaisseau un peu visité. J'ai vu Neptune, j'ai vu Saturne, Mercure de loin. Voilà. Ok. Mais physiquement, en fait, non pas si physiquement, tu es rentré dans la planète ou juste avec la navette autour? Tu m'as dit Jupiter et... Physiquement, je suis allée vraiment Jupiter et Vénus. Físicamente, porque quería aclararlo bien, físicamente ella no estuvo en Hera, no tuvo todavía la oportunidad de estar en Hera, pero le llevaron por este sistema solar. Físicamente estuvo en Júpiter y en Venus. Y luego en la nave también se paseó por todo el sistema solar y también vio de lejos Mercurio, vio Saturno, vio Neptuno, vio un montón de planetas. Pourquoi, Elena, tu crois qu'il y a tellement d'histoires là avec la Terre qui est pleine alors que toutes les planètes sont rondes? Pourquoi tu crois que cette histoire de la Terre qui est plate, je ne comprends pas. Quand toutes les planètes sont rondes, alors pourquoi la Terre? Tu l'as vu la Terre en fait, non? Alors, tu as vu la Terre de la navette? Je l'ai vu beaucoup de fois. Non, la théorie de la Terre plate est une invention, est une création de la CIA. C'est comme on appelle opération psychologique pour tester et faire des expériences sur la conscience humaine. Donc la CIA, c'est prouvé, hein, c'est un projet de la CIA qui était pour tester jusqu'à quel point on peut manipuler des gens qui sont intelligents et éduqués pour devenir stupides et croire des choses extrêmement stupides. Et c'est une expérience qui a réussi un petit peu, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont fait avoir. Je connais beaucoup. Hein. Oui. Le estoy diciendo, bueno, Elena, tú que viajaste en el sistema solar, por favor, explícanos entonces qué pasa con esta teoría cuando todos los planetas son redondos, esta teoría de la Tierra plana. ¿Tú viste la Tierra? Dice, sí, por supuesto, he visto la Tierra un montón de veces, es completamente redonda.
Elle est toroïde ou juste ronde? Ronde, c'est une sphère comme toutes les planètes. Una esfera. Le estoy preguntando si es toroide porque algunos me dijiste si era toroide. Es una esfera redonda y dice que es un movimiento otra vez de la CIA, una operación psicológica, que lo dijo en inglés, para ver cómo incluso hasta dónde podían ir con gente estudiada y muy inteligente, hasta dónde podían ir con esta teoría tan estúpida. O sea, la Tierra es redonda para los que están midiendo. Je connais beaucoup de gens qui mesurent et qui vont faire des kilomètres et tout, des gens intelligents y que, pareil, pareil. Estoy diciendo que conozco mucha gente inteligente que ha hecho pruebas de medir y de todo y siguen diciendo que la Tierra es plana. Entonces, es un experimento de la CIA y una experiencia de estas de operación psicológica. Une autre question. Le Conseil d'Alcyon, on m'a demandé dans le programme de mon ami Emilio, Nuevos Horizontes, il m'a demandé le Conseil d'Alcyon s'il existe. J'ai répondu, mais je crois que je n'ai pas raté, mais bon, je ne sais pas. Le estoy diciendo si son benevolents, si son malveillants. Le estoy preguntando que en el programa de Emilio Siesto, de mi amigo que del canal Nuevos Horizontes, me preguntó por el Consejo de Alcione, si eran buenos, si eran negativos, si existía, y yo contesté más o menos, pero prefiero que Elena lo haga por si no vaya a ser que yo haya metido la pata o algo. Le seul conseil qui existe à Alcyon, il s'appelle Tal Shiar. C'est pas du tout bienveillant pour l'humanité, pas du tout. Ces gens-là sont dangereux. Mais il s'appelle Conseil de Tal Shiar ou rien du tout, ils n'ont pas de nom. Tal Shiar, Tal Shiar. Mais ce n'est pas le Conseil d'Alcyon en fait. Ils l'ont inventé. Les gens l'appellent le Conseil d'Alcyon. Ça pourrait s'apparenter à un conseil puisque le Tal Shiar réunit avec lui des races de gris et de reptiliens. Mais c'est comme un conseil. Mais il y a le nom par lequel je le connais, c'est Tal Shiar. Okay. Dice que no existe un consejo como tal, el consejo de Alcione. Se podría considerar un consejo porque están los Nebudorion, están los reptiles y los Tal Shiar, que ya hablamos de ellos, que son los de Temar que se fueron a Alcyon. Y en ese caso sí se puede considerar, pero en realidad no lo es. Y ya sabéis, porque lo hablamos en otros programas, que los Tal Shiar son totalmente negativos. Oui, il travaille avec la cabale sur Terre, la Dark Fleet, les nazis. Voilà. Estuvieron implicados con los Tal Shiar, lo recordáis, con los Nazi, lo refrescamos un poco la memoria, con la flota oscura de la Antártida también y con el cabal de la Tierra. Así que esto por la pregunta, Emilio, que me hiciste. On m'a demandé aussi, Marie Orsic était de Achara, elle était de Taïgeta ou non? Non, je ne pense pas. Non. Je ne sais pas actuellement. Je crois qu'elle était de Altaïr, mais j'en suis pas sûre. Non, mais elle n'était pas pléiadienne du tout. Okay, parce que nous, on a eu, tu sais d'où, l'information qu'elle était de là-bas, comme d'habitude. Non. Elle était de Altaïr. C'est une race qui ressemble beaucoup à nous. Elle avait des informations par des... Mais elle n'était pas humaine, alors elle était extraterrestre. Voilà, oui. Elle est venue avec une mission, en fait. Voilà. Okay. Mais négatif ou positif? Négatif. À la fin, elle a voulu changer ça pour positif, mais ça n'a pas marché. Ok. Bueno, le estoy preguntando por María Orsic, que muchos también conocéis, los que seguís la información de todo esto. Si sabía si era taigetiana o pleiadiana y me dijo que no, que ella cree que era de Altair. Es una raza que se parece muchísimo a nosotros y le dije, entonces ella era extraterrestre, vino expresamente para algo y dijo sí, y le pregunté si era en una acción
benéfica o maléfica y dijo que no era benevolente, pero luego lo intentó cambiar, pero ya no pudo. Parce qu'on dit qu'on ne sait pas si elle est morte, si elle a disparu, tout ça, on ne sait pas en fait qu'est-ce qui s'est passé avec elle. Elle n'est pas morte, elle vit toujours. Elle s'est retirée en fait. Je ne sais pas pourquoi, mais elle a changé de camp. Elle est passée du bon côté à la fin. Elle est partie dans sa planète ou en ce moment, elle est sur Vénus. Ah, d'accord. Ok. Me está diciendo que María Orsic, bueno, pues que al final como que se arrepintió. Le estoy diciendo, pero bueno, ¿está aquí en la Tierra todavía o dónde está? Y dice, no, ella ahora está en el planeta Vénus. Ok, donc oui. Il est en train de collaborer en fait avec la fédération. Oui, okay. Oui. Cambió y ahora está colaborando con la fédération porque cambió de parecer. On a vu déjà plusieurs extraterrestres qui sont comme Valiantor à Vénus, María Orsic. ¿Pourquoi Venus? Le estoy preguntando, ya hemos visto varios extraterrestres que están en Venus, como Valiantor, María Orsic. ¿Por qué se quedan en estos planetas? Oui, Vénus, c'est très pratique puisque c'est une planète qui est habitée par des colonies de la Fédération Galactique et du Conseil des Cinq. Donc, c'est une base très pratique pour, tu vois, pour être basée là. Ah, je ne savais pas. C'est bon ça pour l'astrologie pour moi aussi. Le estoy preguntando por qué Venus, por qué no se vuelven a su planeta o qué pasa, por qué Venus o por qué Júpiter. Me dice Venus en concreto, ya tienen colonias ahí, la Federación Galáctica, es muy práctico para ellos estar cerca también de aquí y entonces tienen un montón de colonias de diferentes razas. Me quedé bastante sorprendida y digo, me va a servir también para la astrología. Júpiter, moi je connais, Júpiter por ejemplo, yo conozco parce que j'ai travaillé... Je crois que je t'ai demandé déjà dans un programme, mais tu ne le connais pas, Sistopath. Moi, j'ai fait des sorties avec faire des contacts avec les extraterrestres, avec quelqu'un qui fait du contact avec eux, mais avec des extraterrestres de Jupiter. Et nous, de la lune Ganymedes et Io, il y en a de plusieurs. Ganymède. Oh, il y a Ganymède, yes. Ouais. Donc, oui. Nous, on faisait des sorties et eux, des fois, ils ont été entre nous. Et moi, je n'ai jamais fait avec une autre personne parce que je sais que lui, il a contact avec, soi-disant, les bons. Et oui, c'est les bons. Oui. De Jupiter, il y en avait un d'Apu, je ne sais pas où. Il y en avait d'autres, Vénus aussi, je crois qu'il y en avait. Et maintenant, je commence à comprendre pourquoi lui, il contactait avec des gens de Jupiter. Mais en fait, c'est plusieurs races, mais qui sont comme un Vénus... des colonies, en fait. Voilà, c'est ça, c'est ça. Alors, à Vénus, c'est vraiment des colonies qui habitent là dans des cités souterraines. La vie n'est pas possible sur Vénus. Toute la vie à base de carbone n'est pas possible. Okay. C'est une atmosphère très acide. Donc, les gens vivent dans des cités sous terre. Okay. Mais Jupiter, il n'y a personne. Tu ne peux pas habiter sur Jupiter, il y a trop de pression. Donc, ils habitent dans des motherships, dans des vaisseaux. Dans des vaisseaux. Et les lunes non plus? Oui, alors Ganymède, oui, il y a des gens qui habitent là. C'est une base de la fédération. Ok. Bueno, fue un poco largo, pero merece la pena que hayáis esperado. Le estoy digo, creo que te hablé ya en otro vídeo de Sistopath, pero tú creo que no lo conoces. Yo hacía salidas con él para ponernos en contacto con los extraterrestres porque yo estaba segura que con Sisto los extraterrestres que íbamos a tener entre nosotros son benéficos. Ahora estoy entendiendo por qué me hablas de Júpiter, porque él hablaba de Ganímedes, que enseguida lo reconoció, de la luna Ganímedes, de Io, tiene varias lunas Júpiter, y él era sobre todo con extraterrestres de Júpiter, pero que no eran originarios de Júpiter, que eran de Apu, de Venus, eran de varios sitios. No me acuerdo, los que siguen todo esto se acordarán mejor que yo porque hace años que ya no tengo salidas. Y entonces me dijo que efectivamente que ellos tienen las naves alrededor de Júpiter y también en Ganímedes tienen base. Y en Júpiter hay demasiada presión. Y luego me dice que en Venus la vida es demasiado ácida
y entonces viven pero subterráneamente, no tienen las ciudades arriba, sino subterráneamente. Ah, mais je suis contente de savoir que j'étais en contact avec les bons. Hein. Oui, Oui, oui. j'ai fait ça pendant des années. Hein. Ouais, pendant des années. Digo que estoy contenta de saber que estamos en contacto con los buenos, que lo hizo además durante años. Une autre question. Les Pléiadiens de la quatrième... On m'a posé la question pourquoi les autres planètes ne se sont pas terraformées à Ashara. Pourquoi juste 4? Les autres, ils n'étaient pas en condition de terraformer. Le estoy preguntando, Si. que me preguntaron que 4 planetas solo en Ashara o Taigeta se terraformaron, que los otros no eran habitables. Si, les 10 planètes sont habitables, mais il y a vraiment, ils les utilisent vraiment comme des réserves naturelles et des ressources. Dice que sí, que los otros también son habitables, pero lo utilizan como reservas naturales de recursos. Je t'ai vu dans une vidéo dans ton canal que tu contactes aussi avec des Pléiadiens de la 4e planète, Akarat, non, laquelle? C'était les Pléiadiens de lumière. Dakorat. Yes. Avec les Pléiadiens de lumière, ils sont très hauts en fréquence. Alors, ¿cómo tu fais pour contacter avec eux? Estoy preguntando que vi en uno de sus vídeos en su canal que contacta también con los pleiadianos de la luz, que no me acordaba el planeta, me dice Dakorat, ¿os acordáis? Que son de alta frecuencia, y he visto que también contacta con ellos. ¿Cómo hace para contactar? J'ai un contact avec un. Toran m'a mis en contact avec lui, parce que sinon je ne pourrais pas. On ne peut pas. On n'est pas assez... C'est trop hors de portée. Personne ne peut le faire. Il faut vraiment avoir un contact physique avec quelqu'un, un lien. Sinon, on ne peut pas créer ce lien. Alors, Toran m'a mis en contact avec Koron, qui est un pléiadien de Dakurat, de très haute fréquence, par mon implant. Donc, il l'a attuné. Il a attuné à mon implant. Donc, il connaît ma fréquence et il utilise ceci pour me communiquer avec moi. Et c'est une communication télépathique. Ok. Dice que fue Torán el que le puso en contacto con uno de ellos. Normalmente no se puede tener contacto con ellos, es muy difícil porque tienen una frecuencia muy alta. Y Torán fue el que lo ayudó a contactar con uno que se llama Corón, lo podéis ver en su canal. Ça a été très beau, hein? J'ai bien aimé, c'est pour ça que je suis en train de parler. Me ha gustado mucho su vídeo, por eso os lo estoy diciendo, para que paséis en su canal y ponéis los subtítulos. Y este pleiadiano de la luz lo que hizo fue conectarle a través de su implante la frecuencia que conoce Torán de ella con la frecuencia de él para que pudieran interactuar. Il donne quel type de message, Coron? Quelle différence tu vois par rapport quand tu parles à Torán? ¿Qué diferencia ves de Coron, de este pleiadiano de luz, a cuando hablas con Torán? ¿Cómo sientes ese mensaje? Ils ont une perspective différente sur l'univers, sur notre monde, sur les événements qui se passent. Donc, avec Coron, on ne va jamais discuter des opérations, de la guerre, de tout ce qui se passe. On va discuter plus de choses en rapport avec la conscience, la physique de l'univers, des choses très scientifiques et très poussées en conscience. Dice que no tiene nada que ver, él nos implica en, como vemos la Federación Galáctica y todo esto, en cosas de la Tierra, está más ni guerras ni nada de todo esto, sino más conectado con la conciencia, también con lo científico. ¿Tú me dices científico? Sí. Oui. También con la parte científica y con la conciencia. Todo lo demás no es la frecuencia de ellos. Parce que je me souviens quelle fréquence c'était, on avait dit entre 6 et 12, je ne me souviens pas. Coron, par exemple. Il est 9 densités, 9e densité. Il a un corps physique ou plus? Oui, il a un corps physique quand tu es dans sa densité.
Ah, ok. Mais autrement, tu ne le vois pas. Si je le vois, transparent. Ok. Corón, le pregunté, recuérdame en qué frecuencia están y van hasta la 12, pero Corón en particular está en la 9ª. Y digo, pero entonces, ¿tiene cuerpo físico o ya no tiene cuerpo? Dice, sí, tiene cuerpo físico, pero en su densidad lo tiene. Digo, entonces tú no lo ves. Dice, lo veo, pero lo veo como si estuviera transparente. Bien. J'ai oublié le plus important. Comment sont les femmes? Comment sont les femmes à Hill? On a demandé les hommes, mais on ne sait pas comment sont les femmes. ¿Cómo se hace? Digo, he olvidado lo más importante. ¿Cómo son las mujeres a Hill? Ben, Que déjà, estamos preguntando por los hombres si no hablamos de las mujeres. A ver. elles sont aussi jolies que toi. Oh, dice que son tan bonitos como yo. No, mais eh bien, je ne sais pas, elles sont grandes. La plupart ont... Parce que j'ai une expérience, moi, je te la raconterai en dehors du programme, et je crois que je me suis vue. Mais si c'était moi, celle-là, j'étais très grande, 1,75 m par là. Hein. Oui, c'est une race qui est beaucoup plus grande. Hein? Oui. C'est une race plus grande. 80, oui. Je ne sais oui. pas. J'étais très blonde avec des boucles coiffées, mais très grande. J'avais l'impression, c'était 1,75 m, 1,80 m, ça faisait comme quelqu'un de très grand. C'est ça. Le estoy preguntando, bueno, aparte que me echó un piropo, le digo, bueno, de verdad, ¿cómo son? Y dice, yo tuve una experiencia que creo que soy yo. En un sueño me vi una chica rubia muy alta con el pelo como con bucles y calculo 1,75 m, 1,80 m y dice, sí, más o menos es así. Pareil, ils ont les yeux entre verts et bleus, les cheveux longs ou ils ont les cheveux de toutes les longueurs toutes les longueurs. En général, blond, blond très clair, de blond très clair presque blanc à blond foncé. Mais ah oui. Dice que van entre rubio muy claro, casi blanco, a rubio oscuro y el pelo de todas las longitudes. Y je croyais que j'avais une information aussi, qu'ils avaient toutes les cheveux longs. Mais apparemment, tu me dis qu'ils ont toutes, chacun comme il veut, en fait. Oui, bien sûr. Le estoy diciendo que creíamos que tenían todas el pelo largo y dice que no, que tiene cada una el pelo en la longitud que le gusta. Voy a preguntarle los ojos. ¿Les yeux sont entre vert et bleu ou quelle couleur? Vert, bleu, gris, toutes ces nuances claires. Claire. Los ojos entre verde, gris y azul. También me preguntaron, voy a traducírselo ahora, si sabe qué ropa llevan fuera de lo que es la Fédération Galáctica. On m'a demandé aussi si tu savais comment ils s'habillaient dans leur planète en dehors de la fédération qu'on a déjà parlé. Si tu savais, mon ami m'a demandé dans le programme comment il s'habillait dans sa planète. Mais je dis, je ne sais pas, je demanderai à Hélène, on n'a pas parlé de ça. J'ai vu quelques fois un peu de la mode là-bas, enfin sur la station où travaille Toran, j'en ai vu. C'est des vêtements très fluides, comme de la soie, très léger, très fluide. C'est jamais serré au corps. C'est très large et fluide, très grand, des tissus fluides. Parce que dice que lo vio en la estación. Oui. Non, vas-y. Oui, vas-y. Parce que, dice que lo vio en la estación de Torán, que no lo vio en el planeta, pero en la estación de Torán vio que cuando no están en la parte de la federación van con ropa como si fuera seda, súper fluida, nada apretada. Au contraire des combines qu'ils ont pour la fédération, qui sont serrées, non? Voilà, c'est ça. Ils doivent porter ces combinaisons environnementales qui sont très serrées quand ils travaillent. Donc, quand ils relaxent, ils font tout le contraire. Ils préfèrent j'ai vu dans ton livre qu'il y en avait des races, parce que j'aime, comme toi, j'aime beaucoup tout ce qui est... Je n'ai pas mis encore, mais j'ai tout des choses qui pendent comme ça. Tu sais, un peu comme celte. Oui. Comme ça.
Alors, je me suis posé la question si c'est que j'aimais bien avoir des trucs comme ça parce que c'était une réincarnation là-bas chez toi en Irlande ou un truc comme ça, mais c'est peut-être d'une planète parce que j'ai vu dans ton livre, je crois, Altair, je crois qu'ils avaient un peu une combine comme ça. Le estoy preguntando, Elena, me preguntaron también, Emilio, en el programa Nuevos Horizontes, que si sabía cómo se vestía la gente en el planeta. Y dijo que, como visteis, que son ropas muy fluidas porque están acostumbrados a estar apretados por la combinación, que ya sabéis que es para que se acomode al medio ambiente, y entonces cuando pueden tienen ropa fluida. Y le dije, te voy a preguntar una cosa, a mí siempre me gusta mucho la manga que cae así, como tipo medieval o tipo irlandés o por ahí. Y vi que en tu libro hay una raza que tiene ese tipo de manga. Digo, a lo mejor también en Erra se lleva así, o yo no sé si es por otra encarnación o por qué me gusta tanto siempre llevar las mangas como que caen. Pourquoi il y a, je ne sais pas, si nous on a aussi les manches qui font comme ça ou parce que j'ai vu dans ton livre qu'il y avait des races qui en avaient, je ne sais pas si c'est d'Altaïr, j'en avais vu une là. Je les ai dessinés comme Toran me les a montrés en vision. Donc. Los dibujó como le enseñó. Ay, a ver, uy, ay. ¿Veis? Dis-moi la page. Esta es una manga 133. 133. Ella los dibujó como se lo proyectó Torán. Il y en a un autre, je crois, c'est d'Altaïr. 133 la fille et j'en ai vu une autre aussi qui était... Non, on n'a pas la même édition. Je ne sais pas. Ah, d'accord. Et 225, regarde. Ah oui, ça c'est Adari. Adari. Oui. Oui, c'est comme on me les a montrés. Ouais. Donc, je les ai dessinés comme on me les a montrés. Sí. Y estos son los Adari que hablamos en el anterior programa también, con la manga ancha. No coinciden las páginas de ella con las mías, pero bueno, veis que van con la manga ancha según Torán le dijo. ¿No? Uy, sí, con el fondo de pantalla, perdonar, ahí está. Ouais, avec l'écran derrière, on ne voit pas bien. Bien. Donc, tu ne sais pas si les hérons, ils ont des manches larges. On lui demandera quelquefois, ils peuvent en porter, mais j'en ai vu avec des manches larges, certains, mais après, je sais pas. Donc, c'est très fluide, en fait. Hein. Très fluide, voilà. En général, la notion générale, c'est que les vêtements casuels, privés, sont très fluides. En general son todo muy fluido, cuando no tienen que estar, como dijimos, con esa combinación, todo muy fluido. Ah, très intéressant ça. On a l'information, tu sais laquelle, qu'il y a une navette géante, comme on appelle la mer, là, une navette géante qui s'appelle Viera, que c'est une biosphère et qui est andromédaine, des andromédains, et que toutes les gens de la fédération rentrent dans cette biosphère. Soi-disant, les andromédains, ils n'ont pas de planète parce qu'ils ne veulent pas créer du karma. Et donc, ils se baladent avec, comme si c'était des planètes géantes. Et une de ces navettes géantes qui ont une forme de ronde complètement, font pour que les autres races interviennent, un peu comme on fait à Jupiter ou à Vénus. Non. Le estoy preguntando, la voy a dejar que se recupere del susto. Je vais te laisser que tu récupères entre-temps. Je vais parler en español. Bueno, tenemos información de que existe una nave que se llama Viera, que es andromedana, que lo llaman una biosfera, porque los andromedanos no se quieren generar karma, entonces tienen naves gigantes como si fuera un planeta entero, y ahí tienen pues como una central en la que vienen otras razas, igual que tú me explicaste que había en Júpiter y en Venus, pero en esa nave biosfera llamada Viera.
Voy a ir más lejos. También esa misma información nos dice que esa nave está detrás de la Luna y que la Luna también es una antigua nave andromedana biosfera. Je vais aller plus loin. Ils disent que la Viera est derrière la Lune parce que la Lune, c'est une ancienne navette des mêmes, Andromeda, qui a été désoccupée par eux. Et c'est une navette artificielle, c'est une navette, la Lune, et derrière, la Viera, elle est là-bas. Ok, donc il y a beaucoup de choses là-dedans. Déjà, il faut savoir quelle race d'Andromeda. Lesquelles, déjà. Moi, je ne suis au courant que de la présence des aînés du système Titawin. Et ils ont une planète. Ils ont un monde, hein, ils ont une planète. Il y a l'histoire de karma, c'est n'importe quoi. Ok, je vais aller jusque-là parce que là, c'est très fort, ça. Bueno, dice, depende de qué andromedanos, que recordar que hablamos que había unos negativos de la galaxia de Andrómeda, que son los Maitre, esos son negativos, ¿eh? Y luego tenemos de la constelación de Andrómeda, que son los Zenae, y dice que esos tienen su propio planeta, que los Titawin, que dijo, y el planeta, je me souviens pas le nom du planète, c'était Titawi ou c'est la race? C'est Titawin. Titawin, c'est la planète. Titawin es el planeta de esos andromedanos y la raza es Zenae. Yes. Okay. Zenae ou Zenae. Zenae, ok. Ceux-là ont des vaisseaux sphériques, comme une sphère. Et ils sont énormes. Ils sont très, très grands. C'est des biosphères aussi. Donc ça, c'est vrai. Mais c'est juste des vaisseaux. C'est une manière de se déplacer. Ce n'est pas une planète originale. Après, pour habiter. Pour habiter. Okay, pour habiter. Ok. Oye, je vais aller jusque-là. Dice, ¿es verdad que tienen unas naves redondas, como dijiste, como si fuera una biosfera, pero no es para acoger ahí a otras razas ni nada, simplemente es para la forma de las naves de ellos para desplazarse, porque ellos tienen su propio planeta.